Nous poursuivons donc cette émission 100% Info avec ce plateau consacré à la santé, à la lutte contre les cancers. Et cette année encore, à la date du 4 février 2023, la journée mondiale contre le cancer a été célébrée dans le monde entier. En 2020, près de 20 millions de personnes sont décédées d'un cancer dans le monde. Nous parlons donc de ces pathologies. Et précisément le cas du Burkina avec deux invités, deux médecins. Il s'agit de Noé Noba, il est doctorant en médecine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. On dit également bonsoir à Esdras Zongo, médecin oncologue et radiothérapeute. Bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Alors on parle lutte contre les cancers. Pour commencer, on va d'abord essayer de comprendre la maladie, notamment les cancers. Quelle définition est-ce qu'on peut donner au cancer, Esdras? Il faut dire que le cancer, c'est un processus pathologique qui naît au niveau de l'organisme suite à différents facteurs et ces facteurs vont influencer les cellules au niveau de l'organisme et certaines cellules peuvent se transformer en des cellules pathologiques qu'on appelle cellules cancéreuses. Ces cellules peuvent être localisées soit au niveau d'un organe, par exemple au niveau du sein, du côlon, de l'estomac, du cerveau, et par la suite se propager à tout l'organisme, notamment au niveau de l'os, du poumon et du foie. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à la définition concernant le cancer. Et quels sont les facteurs justement déclencheurs de la maladie, Noé? Quant au cancer, facteurs déclencheurs, c'est trop dit, mais ce sont des facteurs de risque en fait. Et après, Dr Zongo va bien expliquer quels sont les différents facteurs de risque qu'on peut avoir. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, et plusieurs facteurs peuvent être donc expliqués et peuvent concourir au survenue donc des cancers du sein. Au cancer de façon générale. De façon générale. Voilà. On voit de plus en plus que les plus petits sont très affectés justement par cette maladie, justement pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir souffrir ou être atteint du cancer. Bon, on ne peut pas dire que il y a de l'âge. Tous les sujets sont susceptibles de faire du cancer, mais il y a certains types de cancers où l'âge est un facteur de risque. Lesquels? Voilà. Genre par exemple pour les cancers du sein, quand le docteur va expliquer, vous allez voir qu'à partir d'un certain âge, en fonction donc du fait que la femme ait beaucoup d'enfants ou pas, il y a tous ces facteurs qui peuvent expliquer. Mais tout âge, on peut faire le cancer, mais l'âge peut constituer un facteur de risque pour certains cancers. C'est bien exact? Ok, oui, de manière pratique, les facteurs de risque, on peut les classer en deux grands groupes. On a les facteurs de risque évitables, les facteurs de risque qu'on peut éviter et les facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter. Dans les facteurs de risque qu'on peut éviter, je peux parler entre autres du tabac. Le tabac qui est un facteur vraiment qui influence beaucoup sur la survenue de cancer. On note environ 20% de nouveaux cancers qui sont liés au tabagisme. Et 17 cas de cancer peuvent être liés à ce tabac. Notamment, on peut avoir le cancer du poumon, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, en passant par le cancer du foie, le cancer de l'œsophage et même le cancer du rein. Donc, le tabac est un facteur, je dirais, très très important parce que le tabac contient environ 250 substances toxiques. Et dans ces 250 substances toxiques, on a environ une quarantaine qui sont vraiment cancérigènes, dont les études ont montré que ces facteurs sont cancérigènes. Notamment, on a les métaux lourds tels que le plomb et l'ammoniac qui sont des facteurs qui peuvent déclencher voilà, la survenue de différents types de cancers. Au-delà du tabac, on a aussi notre alimentation. L'alimentation joue un rôle très important dans la survenue des cancers. Une alimentation équilibrée permet à la personne d'éviter beaucoup de cancers, et notamment si je prends les charcuteries, qui sont des facteurs qui peuvent influencer la survenue de cancer. La consommation de viande rouge aussi peut influencer. Et on a aussi des facteurs protecteurs au niveau alimentaire qui nous permettent d'éviter la survenue des cancers, tels que la consommation de fruits et de légumes bio. J'insiste vraiment sur le mot bio parce que de nos jours, nos agriculteurs, nos cultivateurs utilisent ce qu'on appelle des pesticides
pour lutter contre certains parasites et même contre les mauvaises herbes. Et ces pesticides peuvent se retrouver dans les fruits et les légumes. Si ce n'est pas bien lavé, cela peut nous donner à long terme des cancers. Alors revenons au niveau national. On sait qu'il y a pratiquement 3 gros cancers qui font des ravages au niveau du Burkina Faso. Le cancer du sein, du col de l'utérus, de la prostate. Est-ce exact? Effectivement, au niveau du Burkina Faso, les données de Globocan 2020, Globocan qui est une structure qui permet à chaque 2 ans, ils établissent les différentes incidences et mortalités en rapport avec les différents types de cancers. Au niveau du Burkina Faso, il faut dire qu'on a eu environ 12 000 cas de cancer répertoriés en 2020. 12 000 cas de cancer, c'est un peu infime par rapport à la population, mais il faut dire que c'est un peu sous-diagnostiqué parce que, vu le souci économique, beaucoup de personnes qui souffrent de cette pathologie ne partent pas consulter parce qu'elles se disent que voilà, si je pars, après je n'aurai pas les moyens pour me prendre en charge. Et sur ces cas de 12 000 cas de cancer, on a eu environ 8 000 cas de décès. Donc, parmi ces 12 000 cas, le premier cancer, c'est vraiment le cancer du sein. Et après le cancer du sein, nous avons, comme vous l'avez dit, le cancer du col de l'utérus. Et après, on a le cancer du poumon, lié au tabagisme, mais aussi à des facteurs génétiques. Et enfin, le cancer de la prostate aussi, qui vient en 4e position. Alors, parlons justement de facteurs qui peuvent permettre de détecter la maladie. Je reviens à vous, Noé Nouba. En termes de prévention, est-ce que vous estimez que les Burkinabés en font suffisamment? On sait qu'il y a beaucoup de structures associatives qui militent contre les cancers, et qui font souvent des campagnes de dépistage et tout, mais est-ce qu'il y a une sorte d'adhésion au sein de la population pour aller de manière spontanée se soumettre justement à ces différents actes de prévention? À ce niveau, on peut dire quand même que, bon, c'est vrai que la mobilisation et la participation de la population n'est pas assez satisfaisante actuellement, mais on peut dire que les gens font de plus en plus l'effort, parce que de plus en plus, il y a assez d'associations qui militent pour donc, lutter contre les cancers. C'est par exemple l'exemple de notre association, qui est l'association Shalom pour le monde, qui a été créée sous le leadership de Dr Zongo, ici présent en 2009. Donc il y a pas mal d'associations qui sont en train de faire donc, des campagnes de sensibilisation qui apprennent aux gens les techniques d'autopalpation pour le dépistage des cancers du sein par exemple, et pas mal d'autres cancers. Est-ce qu'il y a de l'adhésion? Est-ce que les femmes sortent massivement pour y aller? Il faut tenir compte aussi du fait que souvent pour certains types de cancers, genre quand tu prends l'exemple du cancer du col de l'utérus, dans le dépistage, bon, il y a un peu d'intimité dedans. Ça fait qu'actuellement, l'environnement socio-culturel de notre pays est tel que c'est souvent ceux qui sont d'un certain niveau d'instruction qui adhèrent facilement. C'est ceux qui sont à un certain niveau qui comprennent effectivement qu'ils peuvent développer le cancer et qui comprennent l'importance de se faire dépister parce qu'ils sont assez instruits. Mais ceux qui ne sont pas tellement instruits, bon, ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir un certain niveau d'instruction et qui n'ont pas assez d'informations, ils n'adhèrent pas tellement facilement parce que bon, il y a l'intimité aussi qui est en jeu et il y a pas mal de facteurs qui peuvent influencer, d'autant plus que les gens n'ont toujours pas l'information de façon claire. Peut-être c'est à ce niveau que les sensibilisations doivent intervenir, notamment dans les différentes langues du pays, afin que le message atteigne la cible visée. Justement, il faut dire que de par là, le fait qu'on a beaucoup de structures associatives qui essaient de faire des campagnes de dépistage, il faut aussi qu'au niveau central, on puisse avoir une vision de la lutte contre le cancer. Et comme vous l'avez si bien dit, avec les différentes langues, on peut arriver à véhiculer cette information. Mais il faut qu'on ait la vision au niveau gouvernemental. Et cette vision sera propulsée par une manière de faire, une organisation sur place pour pouvoir faciliter l'information et l'information vraie à la population pour que cette population puisse adhérer facilement aux campagnes de dépistage, quel que soit le niveau d'instruction, et par la suite aussi que cette population, une fois diagnostiquée, puisse adhérer au traitement et qu'on puisse avoir aussi une politique par rapport à ce traitement, par rapport à la chimiothérapie, la radiothérapie, j'en passe, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées. Il faut qu'il y ait une politique pour faciliter, permettre à la population de manière facile d'avoir accès à ces différentes prestations.
Par politique, par vision du gouvernement pour lutter contre les cancers, est-ce que vous estimez que nous sommes sur les bonnes rails? Est-ce que la vision est là? Bon, on peut dire que la vision est là. La vision est là, mais c'est souvent peut-être le manque d'accompagnement qui fait défaut. Parce que la majeure partie des associations ou sur des structures qui sont donc axées dans la lutte contre le cancer du sein, très souvent ils fonctionnent sur la base de leurs propres fonds. Donc ce qui fait que ça limite un peu ce qu'ils pouvaient faire. Peut-être qu'ils ont de l'ambition, ils ont de la vision, ils ont l'envie donc de vraiment fédérer leurs forces pour convaincre vraiment cette histoire de cancer. Mais quand l'accompagnement donc au niveau supérieur fait défaut, ça fait que ça limite un peu les actions. Au niveau donc des structures qui pourraient peut-être être des structures phares pour donc cette lutte. Alors par vision, on va parler justement de ce centre de radiothérapie qui est actuellement fermé alors qu'il a été créé dans l'optique de soulager, de venir en aide à ces milliers de patients qui attendent justement d'être diagnostiqués et traités. Depuis 8 mois que le centre de radiothérapie est fermé, le ministre en charge de la Santé était face aux députés vendredi dernier pour justement expliquer les raisons de cette fermeture et les actions qui sont en cours afin justement de procéder à sa réouverture dans les plus brefs délais. Et c'est dans le mois de mars que cela a été annoncé par le ministre de la Santé, Lucien Cargougou. Et parmi quelques dispositions prises, je vais vous les lister quelques-unes, fidèles téléspectateurs. Il y a le redémarrage du scanner dosimètre, l'érection du centre de radiothérapie en un service du CHU de Bogodogo. Il y a également des négociations qui sont en cours pour la signature d'un contrat de maintenance des appareils. Aussi, celle de disposer de compétences nécessaires afin d'appuyer celles locales pour une meilleure prise en charge des patients. Alors, lorsque vous avez justement appris ces différentes mesures listées par le ministre de la Santé, est-ce que vous êtes senti enfin soulagé de voir que ces centaines de patients qui attendent désespérément depuis des mois pourront enfin être soulagés? Effectivement, on était très contents par rapport aux différentes mesures déjà qui ont été annoncées. Pour rappel, il faut dire que la radiothérapie, c'est une science qui un volet de la cancérologie qui permet de traiter les cancers à travers des faisceaux qu'on appelle les rayons X. Donc la radiothérapie occupe une place vraiment centrale et primordiale dans la prise en charge des cancers parce que environ 80 à 90% des cancers diagnostiqués, les patients diagnostiqués de cancer vont recevoir de la radiothérapie. Donc la radiothérapie est un pan important de la cancérologie de manière générale. Il faut dire que bon, le Burkina Faso avait une vision par rapport à la prise en charge de manière pratique de ces cancers et cette vision passait entre autres, par cette vision on a eu l'ouverture du centre de radiothérapie de Bordeaux et d'autres centres aussi qui sont en cours d'installation et de construction. Donc on se dit que dans quelques années, on pourra avoir plus d'un centre. Donc la radiothérapie effectivement avait débuté au bonheur de la population, mais il faut dire qu'il y a des difficultés qui ont survenu dans la mise en pratique des choses parce que premièrement il y a la difficulté technique qui s'est posée sur la maintenance parce que c'est des appareils qui sont très sophistiqués, qui sont très sensibles, donc il faut de manière technique ce qu'on appelle une maintenance préventive et une maintenance curative. On ne doit pas attendre que les appareils soient en panne pour pouvoir les réparer. Il faut une maintenance préventive au moins chaque mois ou chaque 2 mois, voire chaque 3 mois. Et au-delà, voilà la maintenance curative lorsqu'on a une grosse panne où il faut réparer. Maintenant, cette maintenance sous-entend qu'on doit signer un contrat de maintenance avec des techniciens qui sont du domaine et qui rapidement peuvent intervenir pour soulager en cas de panne. Donc c'est un élément qui a manqué au début, mais heureusement avec la vision des nouvelles autorités au niveau du ministère de la Santé, je pense que c'est en train d'être réparé rapidement et d'ici, comme vous l'avez dit, d'ici le mois de mars,
voilà, la population pourra encore bénéficier des traitements de la radiothérapie. Alors 8 mois, c'est assez long pour un malade qui souffre de cancer. Sans doute que beaucoup de malades ont malheureusement pas eu cette chance d'attendre et peut-être d'attendre même l'échéance de mars pour sa réouverture qu'on attend toujours de voir. Vous qui êtes justement au contact des patients, quelle est leur situation actuellement? Il faut dire que malheureusement la situation elle est dramatique parce que nous, en tant que professionnels de santé, on est confrontés à cette situation. On a deux types de malades. Des malades, premièrement, qui peuvent avoir plus de moyens et aller bénéficier de la radiothérapie à l'extérieur. À travers les évacuations. À travers les évacuations, ou bien le malade lui-même décide d'aller personnellement payer pour pouvoir avoir ces séances de radiothérapie. Donc, et l'autre type de malades, c'est les malades qui sont démunis, qui ne peuvent pas bénéficier certes des évacuations, mais aussi aller payer directement pour pouvoir avoir les séances de radiothérapie. C'est surtout face à ces malades que bon, le médecin aussi radiothérapeute, je dirais, est un peu abattu parce que on voit la souffrance du malade et aussi que ce soit une souffrance physique, mais aussi une souffrance psychologique parce que le malade a une pathologie qu'on peut soigner, mais vu que techniquement parlant sur place, c'est pas possible et que ce malade n'a pas les moyens pour aller s'offrir les soins à l'extérieur, vraiment, le médecin à un moment donné est obligé de devenir un psychologue pour pouvoir accompagner ce malade et dans ce que nous on appelle le cadre de soins palliatifs, de soins de support et même gérer aussi sa douleur cancéreuse parce qu'avec la radiothérapie, on peut faire une radiothérapie antalgique pour la douleur. Donc on est confronté à ces différents types de situations, mais on essaie en tant que praticien de soulager au maximum le malade en attendant le redémarrage de ce centre de radiothérapie. Alors mars 2023, pour la réouverture de ce centre, vous y croyez? Vous l'espérez? Bon, on espère parce que, bon, au regard de la dynamique de la nouvelle autorité, on espère qu'ils vont tout faire pour que ce centre-là soit donc à nouveau actif pour le bonheur de la population. Et j'espère vraiment que ça sera effectif. J'espère. Alors on parle toujours lutte contre le cancer. Comment faire en sorte qu'on aille au-delà du simple slogan, le slogan de lutter contre le cancer? Comment aller au-delà? Bon, pour aller Quelles sont au-delà, les actions à mener? Je parlais initialement d'une vision. Il faut qu'au niveau gouvernemental, on ait une vision claire et nette de la lutte contre le cancer. Et qu'est-ce qu'on met dans cette vision concrètement? Voilà, de manière concrète, je pense que comme d'autres pathologies, il faut qu'on puisse arriver à créer une structure de manière permanente qui va gérer uniquement que les cas de cancer. Dans d'autres pays, on a ces différentes structures qui s'occupent uniquement du cancer et la structure met une organisation en place pour que la prise en charge puisse être accessible à la population. Parce que de nos jours, on parle certes de la radiothérapie, tout le monde est content pour que la radiothérapie puisse s'ouvrir, mais il faut dire qu'il y a un coût. Est-ce que ce coût sera supporté par le patient ou bien quel mécanisme mettre en place pour pouvoir permettre à la population, à un individu lambda, qui n'a pas les moyens de pouvoir bénéficier de ces séances de radiothérapie. Possibilité de subvention? Justement. Parce que dans d'autres pays, je dirais que ces mécanismes sont déjà en place. Sans citer de nom, dans le pays où j'ai été formé, le malade vient pour ses soins de cancérologie de manière générale. Quand il vient à l'hôpital, c'est avec son sac et il ressort avec son sac. Que ce soit les médicaments de la chimiothérapie, des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, de la radiothérapie, le malade ne paye rien. Est-ce qu'on peut mettre ce mécanisme en place ou bien mettre un autre mécanisme qui permet peut-être, je ne sais pas, que l'État puisse prendre 80% de la prise en charge et que le malade puisse compléter les 20% restants. Ou bien
que l'État puisse prendre 50%, que le malade puisse compléter 50%. Ou bien de manière spécifique, que l'État puisse prendre les 100%. Il faut qu'on arrive à cela. Parce que, certes, la radiothérapie va démarrer de si peu, mais il y a ce volet aussi qu'il faut prendre en compte et qu'il faut résoudre. Si un malade, un exemple dans le cancer du sein, c'est autour je dirais, de 2 millions à 3 millions qu'il faut débourser en temps normal pour avoir des séances de radiothérapie. Est-ce que l'individu X qui vient d'un village Y et qui est un paysan ou bien une paysanne peut à un temps record pouvoir faire sortir cette somme? Point d'interrogation. Donc il faut qu'on puisse réfléchir pour mettre des mécanismes en place pour faciliter cela. Pas seulement la radiothérapie, même la chimiothérapie, les thérapies ciblées, voire l'immunothérapie. L'immunothérapie aujourd'hui est un standard dans d'autres pays et que leur population, quel que soit le niveau d'instruction ou le niveau socio-économique, arrive à s'en procurer. Mais de nos jours, de manière pratique au Burkina, si on doit faire un traitement d'un malade par immunothérapie, il faut commander spécialement le produit à l'extérieur. Il faut qu'on ait une politique pour pouvoir acquérir certes ces médicaments, mais aussi les mettre à un prix pour que l'individu X puisse avoir une facilité de l'avoir. De manière simple, je prends le cancer du sein. Il y a une molécule qu'on appelle, une thérapie ciblée qu'on appelle le trastuzumab, qui coûte entre 800 000 et 1 million de francs. Et ce produit, si la femme est éligible à ce produit, elle doit faire des injections chaque 3 semaines durant une année. Est-ce qu'une personne même, peut-être je dirais qui a les moyens, au côté financier, peut s'offrir une molécule chaque 3 semaines à un prix de 800 000 à 1 million de francs pendant une année? Donc il faut qu'on puisse mettre un mécanisme en place pour pouvoir faciliter, premièrement, que ce produit puisse rentrer dans le territoire national et en deuxième position, qu'il soit accessible. Donc il faut, c'est pour ça que je parle d'une vision, de mettre en place une structure de manière permanente qui va permettre de résoudre tous ces problèmes. Parce que la cancérologie ne se résume pas uniquement que la radiothérapie. Il y a l'oncologie médicale, il y a l'oncologie radiothérapie et il y a l'oncologie chirurgicale. Et même, en dernier ressort, les soins palliatifs. Donc il faut que nous puissions réfléchir ensemble, il faut que l'État puisse donner une vision claire et qu'on puisse mettre une organisation en place pour pouvoir faciliter le traitement du cancer. Sinon, bon, comme on le dit souvent et qu'on est confronté toujours à ce cas, quand on reçoit un malade qui a eu le diagnostic du cancer, il se demande toujours comment je vais faire pour me soigner. Donc je pense que sur ce point, les autorités ont peut-être accélérer le plat. Pas une réflexion encore, parce qu'on passe tout le temps à réfléchir. Il faut qu'on puisse être pragmatique pour donner la vision claire de la lutte contre le cancer et à partir de cette vision, qu'un organigramme soit mis en place pour faciliter que ce soit la radiothérapie, l'achat des médicaments, de chimiothérapie, de thérapie ciblée et même de l'immunothérapie, qui est une révolution, l'immunothérapie, je le répète toujours, qui est une révolution scientifique et médicale. Alors ce que vous dites est très important, d'autant plus qu'on pourrait s'acheminer vers le cancer comme étant l'une des premières causes de mortalité au Burkina. Voilà, parce que même dans le monde, les données de Globocan en 2020, il y a une étude qui a été faite et un article qui a été publié à cet effet. Il faut dire qu'en 2020, on avait environ 19 millions de nouveaux cas diagnostiqués, avec des décès d'environ 10 millions. Mais les projections disent qu'en 2040, on aura environ 30 millions de nouveaux cas. 30 millions de nouveaux cas, et dans ces 30 millions, les pays en voie de développement ont un grand part, entre 47 et 95% dans ces 30 millions. Et les pays développés entre 32% et 56%. Donc au Burkina, dans les années à venir, on va se retrouver, peut-être que le cancer va dépasser les pathologies cardiovasculaires. Parce que de nos jours, nous en tant que praticiens, on est déjà même débordés. On est débordés de malades parce que chaque jour que Dieu fait, on va rencontrer 2, 3, 4, voire 5 cas.
Donc par la suite, bon, tu te résumes seulement aux malades. Donc il faut qu'on puisse mettre une politique en place du dépistage jusqu'au traitement. Je dirais même mieux du dépistage jusqu'à la guérison. Parce que de nos jours, quand le cancer est diagnostiqué tôt, facilement on le guérit. Donc, ce sont des notes d'espoir. Il faut la prévention, accélérer sur la prévention, mais également, comme il a si bien signalé, mettre en place une politique claire et pouvoir prendre en charge les patients du dépistage jusqu'à la guérison. En effet. C'est bien ça. Donc, je pense que c'est très bien expliqué. Et je crois que si on prenait en compte toutes ces suggestions, on va beaucoup soulager parce que les gens souffrent actuellement, comme il a dit. Beaucoup de gens souffrent et comme il a dit, plus de 2-3 cas par jour. Imaginez, pendant un mois, il y a combien de cas que tu vas dépister et tu dois les suivre. Donc effectivement, s'il n'y a pas un accompagnement conséquent, ce n'est pas toujours évident, d'autant plus que la prise en charge est souvent coûteuse. Et quand c'est pas subventionné, ce n'est pas toujours évident. Donc en passant, il y en a qui disent même qu'ils préfèrent ignorer qu'ils ont un cancer que de se faire dépister et savoir qu'ils ont le cancer et ne pas avoir le moyen de se soigner. Donc vous voyez que c'est vraiment alarmant. Tout à fait. Oui. Alors merci Noé Noba, merci d'être venu sur ce plateau. Aussi merci à Esdras Zongo qui est médecin, radiothérapeute et oncologue. Merci donc d'avoir contribué à échanger autour de la lutte contre les cancers, mais également ceux du Burkina Faso en particulier. Nous sommes au terme de cette émission 100% Info et merci à tous les téléspectateurs pour votre attention.